Maintenant, on va voir les questions de densité-mélange, où là, les densités-mélange, ça fait le pont avec les méthodes paramétriques. On avait vu ça d'ailleurs un peu dans les méthodes paramétriques, à savoir que on peut décrire, on peut combiner plusieurs lois de densité pour décrire une entité ou un groupe particulier. Donc, l'idée ici, c'est de dire que nos données X suivent une certaine loi de densité qui est dans le fond une densité-mélange, qui est une combinaison de cas lois différentes. Chacune de ces lois-là suivent donc une certaine distribution donnée par le petit p de X, sachant le groupe qui nous intéresse, fois la probabilité a priori, qui est la probabilité qu'une donnée provienne de ce groupe-là. Ça va donner finalement l'intégration de plusieurs lois de densité en une seule pour représenter un groupe qui est peut-être qui ne se simplifie pas à une seule densité comme une loi normale multivariée, par exemple. Alors là, c'est intéressant parce que là, ça ressemble beaucoup avec le cas supervisé. La formulation, elle est similaire à ce qu'on avait dans les méthodes paramétriques, mais dans le cas supervisé, les groupes sont identifiés, alors que dans le cas non supervisé, comme lorsqu'on veut faire du clustering, on n'a pas l'information a priori sur quelle donnée appartient à quel groupe. On a plusieurs données, on dit qu'elles suivent différents groupes. Maintenant, il faut en plus de devoir estimer les paramètres de chacun des groupes, il faut estimer aussi l'assignation des données à son groupe. Donc ça peut être intéressant parce qu'on peut utiliser des densités mélanges comme ça comme étant une façon de modéliser des données dans un contexte supervisé où on suppose qu'à l'intérieur d'une classe, il y a plusieurs groupes qui correspondent à notre classe. Et donc, si on se dit par exemple qu'on a des densités mélanges de composantes qui suivent une loi normale multivariée, donc on va dire que chacune des composantes, chacune des composantes de notre classe ou de notre groupe, on pourrait dire, on va appeler ça dans une classe, on peut dire, ça correspond à une loi normale. On va voir ça ici, on va dire un X d'un groupe I suit une loi normale multivariée à des dimensions caractérisée ou paramétrée par le vecteur moyen mu I et la matrice de covariance sigma I. Ensuite, mais si on dit c'est quoi la paramétrisation globale de tout ça, c'est de dire que pour les cas composantes, on va avoir la probabilité a priori, PGI, le vecteur moyen et la matrice de covariance associée. Donc ça, c'est une paramétrisation de notre densité mélange qui inclut cas composantes. Puis on peut la considérer comme étant une loi de probabilité, loi de densité elle également. Puis donc, on peut prendre des étiquettes, des échantillons non étiquetés. Donc là, on va avoir nos X, mais nos X n'ont pas de R associé, c'est seulement N valeur XT, mise ensemble, qui fait l'ensemble des données des échantillons qu'on utilise. Puis là, on va dire, bien là, voici notre densité mélange. Notre densité mélange est décrite comme ça. Donc, je répète un peu ce qu'on vient de voir par rapport à une combinaison de cas composantes décrite par la densité de la composante et la probabilité a priori. On peut dire que aussi, de plus, dans un certain... la proportion des groupes dans le mélange somme à 1, ça veut dire que pour notre densité mélange, la somme des probabilités a priori, le PGI, somme à 1 pour tous les groupes formant notre mélange. Et donc là, maintenant, la probabilité que X appartient à un groupe GI en particulier, dans l'ensemble des composants, ça va être donné par la probabilité a posteriori de PGI sachant X. Puis ça, c'est égal à ceci, donc probabilité a priori fois la vraisemblance, divisé par l'évidence. Donc, on est en train d'appliquer Bayes. On est retombé sur Bayes. C'est exactement la même formulation qu'on avait avec les approches paramétriques, avec l'application de la règle de Bayes, à la différence qu'ici, on travaille avec des groupes GI, des composants, alors que dans les cas des modèles paramétriques, c'était des classes directement. On avait un peu la même modélisation, mais là, c'est par groupe versus par classe dans le cas supervisé. Puis c'est ça la grande différence, c'est de dire que, contrairement au cas supervisé, on n'a pas d'assignation, d'association des données à nos groupes. On le sait dans le cas supervisé, c'est l'étiquette de la classe, on dit de la donnée, l'étiquette de classe de la donnée. Un certain XT appartient à une certaine classe CJ, par exemple. Donc, ça, on l'a avec le R.
Ici, vu qu'on ne l'a pas, on va se définir des variables indicatrices qu'on dit cachées. On dit elle existe parce que l'association de la donnée à un groupe doit bien exister, mais elle n'est pas observable, elle est cachée. C'est une valeur sur laquelle on présume la véritable valeur directement, mais la variable n'est pas observable, n'est pas disponible. La variable indicatrice, elle est cachée. Donc, on va appeler ça ZIT, puis le ZIT va être égal à 1 si la donnée XT est associée au groupe GI, est égal à 0 autrement. Donc, c'est une valeur qui est, on peut dire, binaire, qui nous dit l'association oui ou non. Et on ne les connaît pas, ces véritables valeurs-là de Z. C'est les variables cachées du problème. Donc, c'est ça. On ne peut pas les utiliser directement, mais on veut pouvoir les estimer. Donc, un autre élément aussi qu'on a dans notre développement, c'est qu'on va simplifier la notation. On va appeler PI, l'équivalent de PGI, donc la probabilité a priori, on va l'appeler PI pour simplifier les développements. Puis, on va supposer donc que dans notre modélisation, nos fameuses associations de données correspondent à des lois multinomiales. Donc, ça veut dire qu'on va décrire ça comme étant ZIT est égal à 1, indique que la variable XT appartient au groupe GI, et XIT est égal à 0 autrement. C'est ce que je viens de dire, mais ça revient à dire que finalement, on peut avoir la probabilité d'avoir un certain vecteur ZT. Ce vecteur ZT-là, c'est tout simplement les valeurs 0, 1. Puis comme c'est un one-out vector, là, qui a pour une valeur de ZIT et 0 ailleurs, ce que ça veut dire, c'est comme la probabilité de provenir d'une certaine classe. Puis ça, bien, on va le faire comme étant le produit des probabilités a priori pi fois puissance, ça veut dire excité. Donc, on est ici en puissance excitée par rapport à pi. Donc, ce qui est intéressant, c'est pour les ZIT. Dans le cas où on n'est pas associé au groupe GI, ZIT vaut 0. Donc, quelque chose puissance 0, c'est 1. Fait que c'est 1. Ici, on a un produit. Fait qu'on va faire 1 fois quelque chose, ça ne change rien. Dans le fond, ceci va être égal au pi pour quand XT appartient à GI. Donc, on va dire, dans le cas où XT appartient au groupe GI, c'est le PI qui va nous intéresser, qui va correspondre au PZT. Et pour le reste, pour les autres groupes, vu que c'est égal à puissance 0, c'est ignoré. Donc, c'est une façon, on pourrait dire, compliquée mathématiquement parlant. On va dire, oui, mais on aurait pu tout simplement le dire, puis on va dire, bien, ça correspond au PI par rapport à la classe associée. Oui, mais si on prend ce développement-là, parce qu'on suppose que c'est une distribution multinomiale, ça va être plus facile à gérer dans la suite. Puis là, on peut dire aussi qu'on a des vraisemblances d'observation. Donc, une vraisemblance d'observation, c'est de dire, étant donné un certain ZT, c'est quoi la vraisemblance d'avoir le XT sous la main? Donc, donc on dit en supposant ZT, c'est quoi la probabilité d'avoir XT? C'est égal au produit des PXT sachant GI, donc puissance ZIT. Donc, ça, c'est directement obtenu du fait qu'on a ceci, fait qu'on va obtenir cela. Puis encore une fois, pour les ZIT égaux à 0, c'est puissance 0, ça donne 1. Fait que dans le fond, ça va être égal tout simplement au cas de PXT sachant GI pour lequel X fait partie de la classe GI. Puis on a aussi la probabilité jointe qui est différente parce que dans le premier, ici, c'est probabilité de X sachant ZT. Fait qu'on suppose un Z, c'est quoi la vraisemblance? Ce n'est pas une probabilité, c'est une vraisemblance d'avoir le XT. Alors que plus bas, ici, c'est la probabilité jointe ou la vraisemblance jointe. C'est de dire, c'est quoi la vraisemblance en probabilité jointe d'avoir XT et ZT, d'avoir les deux en même temps. Et ça, on applique tout simplement le fait qu'on va avoir donc, la probabilité ici, le PZT, qui nous dit la probabilité de provenir du groupe correspondant, le groupe de la donnée, fois le P de XT sachant ZT. Puis, donc, à partir de ces éléments-là qu'on a définis, donc on a défini tout ça, là, vous dites où est-ce qu'on s'en va avec ça? Bien, on s'en va vers définir une fonction de vraisemblance. Puis pourquoi est-ce qu'on fait une fonction de vraisemblance? Parce qu'on est en train de définir notre fonction d'optimisation. Fait que tout ce que j'ai fait ici, tout ce que j'ai développé ici,
c'est des éléments mathématiques pour modéliser notre problème basés sur la notion de variable indicatrice cachée. À partir de ça, ce que je vise à faire, c'est d'amener finalement une fonction, une valeur de vraisemblance qu'on peut utiliser pour optimiser notre paramétrisation. Donc, la fonction de log vraisemblance de la paramétrisation, on va dire que la log vraisemblance qui est donnée par elle ici, d'une certaine paramétrisation de densité mélange qui est donnée là, sachant le jeu de données sous la main et sachant les associations Z qu'on n'observe pas, mais on va les traîner, vous allez voir, ça va être possible de les avoir dans la suite. Donc, la log vraisemblance, c'est la log ici du produit des vraisemblances d'avoir xt et zt en même temps, sachant la paramétrisation. Donc, ça, directement, c'est la notion de définition de vraisemblance. Puis, on fait ça, bien, on fait la log vraisemblance ici. Donc, l'intérêt de ça, bien, premièrement, on va développer cet élément-là ici, qui, en le développant, revient à ça. Donc, ça, c'est tout simplement ce qu'on avait précédemment ici. Là. On avait ça ici, on l'a appliqué directement. Donc, voilà, ça nous donne ceci. L'étape qui suit, c'est de dire que là, maintenant, on va développer ça plus amplement. Pour passer de ceci à cela, on va appliquer ce qu'on a vu ici. Donc, on va avoir ça ici pour le PZT et on va avoir ça ici pour le P de XT sachant ZT. On prend ces deux choses-là ici, puis on les utilise pour obtenir, donc, ça ici nous a donné cela, et ça ici nous a donné cela. Donc, on les a, on a développé ça. On a encore le log du produit selon les données puis selon les groupes. Donc, l'intérêt de faire le log, c'est qu'on peut transformer ça en un produit en somme. Le log de A fois B est égal au log de A plus log B. Excusez-moi, j'ai mis des majuscules, des minuscules, ça va être des minuscules. Log A plus log B. Donc, on transforme un produit en somme et on applique le log à l'intérieur de la somme. Donc, on a vraiment le log de PI-ZIT plus le log de P de X sachant GI, puissance ZIT, encore une fois. Donc là, on va faire une nouvelle simplification. On va sortir le ZIT parce qu'on l'avait en exposant ici et en exposant là dans les logs, mais sachant que log de A puissance B est égal à B log A, on est capable de sortir ça ici et de l'avoir ici. Donc, on va le mettre devant, c'est le produit du log PI qu'on avait là et du log de la vraisemblance ici qu'on garde encore ici. Et puis là, si on développe le tout encore une fois, on arrive à quelque chose comme le log de PI, ça ne change pas ici, ça reste pareil. Mais ici, on va développer cette équation-là, on va appliquer directement Bayes. Et Bayes nous donnerait ceci, ici directement. Puis ça, c'est notre fonction de log vraisemblance. Donc là, on a mis la table pour aller vers la recherche des paramètres à avoir. Mais ça nous prenait une fonction de log vraisemblance, puis on vient de la définir. Donc, la log vraisemblance ici, c'est une log vraisemblance qui fonctionne dans un mode de clustering, dans un mode non supervisé, où on cherche la paramétrisation, qui est définie de façon très générique, selon une certaine modélisation probabiliste qu'on vient de faire.